À l'aube du 16 août 2025, 57 camions d'armes sont stoppés net à la frontière sud du Burkina Faso. En quelques heures, une opération clandestine régionale soigneusement testée bascule, révélant qu'un État perçu comme assiégé peut détecter, bloquer et exposer un corridor international sans provoquer d'escalade immédiate. Que dit cette nuit sur la guerre invisible autour d'Ibrahim Traoré et sur la fragilité réelle des équilibres sécuritaires au Sahel pour chacun d'entre vous? Et, cette nuit-là, le pays évite le pire. Ce texte ne cherche pas l'effet spectaculaire, mais une compréhension précise de ce que la nuit du 16 août a réellement changé. L'enjeu pour le lecteur est simple: savoir reconnaître une menace avant qu'elle ne frappe, et comprendre comment une interception ponctuelle peut révéler des mécanismes beaucoup plus vastes. En peu de temps, il s'agit d'identifier ce qui relève d'un succès tactique isolé et ce qui annonce une transformation durable des équilibres sécuritaires. La promesse est claire: offrir une lecture factuelle, sans dramatisation inutile, qui distingue ce que les données établissent déjà de ce qu'elles laissent encore dans l'ombre. Cette clarté permet d'éviter deux pièges opposés: surestimer un coup d'éclat et relâcher la vigilance, ou minimiser des signaux concordants et perdre un temps stratégique précieux. Le bénéfice immédiat pour le lecteur tient en quelques mots: comprendre vite ce qui change concrètement. Car derrière les images d'un convoi arrêté se joue une question plus large: qui apprend le plus vite dans cette guerre discrète et à quel coût collectif? Le convoi du 16 août n'était pas une anomalie isolée. 57 camions, capables d'équiper des unités entières, suivaient un itinéraire déjà éprouvé, pensé pour éviter la détection et franchir la frontière au moment opportun. Ce chiffre change immédiatement l'échelle de lecture, car il signale une préparation longue, structurée et coordonnée, bien au-delà d'un trafic opportuniste. À partir de cette donnée, le contexte se resserre rapidement. Les numéros de série relevés sur les armes pointent vers des provenances multiples: Libye, Yémen et autres zones de guerre, dessinant une chaîne d'approvisionnement composite. Cette diversité n'est pas un détail technique, elle révèle un réseau capable de substituer ses sources sans interrompre ses flux, donc plus résilient face aux saisies ponctuelles. Les analystes parlent ici d'une logistique modulaire, où chaque maillon peut être remplacé sans effondrer l'ensemble. Sur le terrain, l'interception repose d'abord sur une décision individuelle prise dans l'incertitude. Face à un silence inhabituel et à une cadence anormalement lente, un officier ordonne l'arrêt sans certitude absolue. Ce geste ouvre une brèche. Presque immédiatement, à Ouagadougou, la réponse institutionnelle s'enclenche: consolidation des rapports, verrouillage des corridors, mobilisation ciblée des unités disponibles. La rencontre entre vigilance locale et coordination centrale devient le cœur de la séquence initiale. Ibrahim Traoré s'inscrit alors dans une posture méthodique. Il refuse l'escalade verbale et impose une ligne simple: montrer, prouver, démontrer. Ce choix oriente l'enquête vers l'accumulation d'indices vérifiables plutôt que vers la surenchère politique. Le récit quitte le registre de l'émotion pour entrer dans celui du diagnostic. Cette première phase referme une question ouverte dès les premières heures. L'interception n'est pas seulement un succès tactique, c'est un signal stratégique qui révèle l'existence d'un système logistique plus large et pose une interrogation centrale: qu'aurait-il suffi qu'un seul maillon cède pour que l'histoire bascule autrement? Deux figures structurent les premières heures qui suivent l'interception, chacune à un niveau différent, mais avec un effet immédiat sur la suite des événements. Sur le terrain, un capitaine en poste à la frontière incarne la décision sous contrainte. Son récit est slépouillé: une route trop silencieuse, une progression anormalement lente,
puis un ordre donné sans garantie d'appui immédiat. Ce choix n'arrête pas seulement des camions. Il déclenche une chaîne d'action où chaque minute compte. À Ouagadougou, la réponse institutionnelle se met en place presque en temps réel. Les informations remontent, sont comparées, hiérarchisées, puis traduites en mesures concrètes. Les corridors secondaires sont verrouillés avant que le réseau clandestin ne puisse se disperser. Cette synchronisation réduit brutalement la marge d'improvisation adverse et transforme une alerte locale en opération nationale coordonnée. L'impact est précoce et mesurable. Le facteur temps bascule du côté de l'État. La comparaison entre ces deux niveaux est éclairante. Sans la vigilance individuelle, la coordination centrale n'aurait rien à exploiter. Sans la coordination centrale, la vigilance serait restée isolée et vulnérable. Les deux se renforcent mutuellement, comme des plaques qui se verrouillent précisément au moment où la pression augmente. Ce mécanisme devient un modèle d'action plutôt qu'un simple épisode. Dans ce cadre, la posture d'Ibrahim Traoré agit en arrière-plan comme un stabilisateur. En privilégiant la preuve sur la proclamation, il évite que l'événement ne se dissolve dans la rhétorique. Les acteurs opérationnels gagnent en confiance, l'opinion en lisibilité. Et c'est là qu'une évidence apparaît. Une décision discrète peut reconfigurer tout un système. Avant le 16 août, le corridor paraît ordinaire. Des routes secondaires peu fréquentées à l'aube, déjà empruntées sans incident notable, intégrées dans les routines locales. Après l'interception, chaque kilomètre devient une zone sous contrôle, chaque arrêt un point de bascule. Entre ces deux états, tout se joue en quelques heures selon une séquence précise, révélatrice d'une opération conçue pour la vitesse, le silence et l'invisibilité. Le déclenchement commence peu avant l'aube. Les premiers signaux ne sont pas spectaculaires. Un convoi inhabituellement dense progresse lentement, comme s'il testait l'environnement plutôt que de le traverser. La cadence intrigue, le silence radio inquiète. L'ordre d'arrêt est donné. Les camions s'immobilisent, les chauffeurs hésitent, aucun coup de feu. Cette absence de réaction violente surprend les équipes, mais confirme une hypothèse clé. L'opération ne reposait pas sur la confrontation, mais sur la discrétion. En quelques minutes, l'alerte remonte la chaîne hiérarchique. À Ouagadougou, la montée en régime est immédiate. Les centres de commandement s'activent. Les données de terrain sont croisées avec des flux déjà surveillés, financiers et logistiques. Une information circule, brève et lourde de conséquences. Le convoi n'était probablement pas seul. À partir de cet instant, l'événement cesse d'être un fait spectaculaire pour devenir une crise systémique. Des unités spécialisées sont mobilisées, les accès secondaires sont verrouillés. Le temps devient un allié plutôt qu'un adversaire. Le point culminant survient avec le lancement de perquisitions coordonnées. Entrepôts, garages, domiciles privés sont inspectés presque simultanément. Dans plusieurs sites, des stocks apparaissent, conditionnés, prêts à être distribués. Chaque découverte renforce la même lecture. Le convoi du 16 août n'était qu'un élément visible d'une architecture plus vaste. Les enquêteurs identifient des relais administratifs, des itinéraires de repli, des structures conçues pour absorber les pertes sans interrompre l'ensemble. Le puzzle prend forme à mesure qu'il se referme. Sur le plan politique et diplomatique, la tension monte rapidement. Certaines capitales réclament des explications, d'autres insinuent un manque de transparence. La tentation d'une réponse verbale immédiate existe. Ibrahim Traoré tranche autrement. Il impose une discipline simple. Avancer au rythme des preuves, montrer ce qui est établi, se taire sur le reste. Cette retenue freine l'emballement et protège la suite de l'enquête. L'événement reste sous contrôle narratif autant qu'opérationnel. Les répercussions internes se propagent sans délai.
Les images des camions alignés circulent dans le pays. La stupeur laisse place à une fierté prudente. Dans les forces de sécurité, la mobilisation s'intensifie. Dans les administrations, les procédures sont resserrées. Chacun comprend que l'épisode ne se refermera pas en 24 heures. Il marque l'ouverture d'une phase nouvelle. À la fin de cette séquence, une certitude s'impose. L'interception n'a pas seulement stoppé un flux matériel, elle a révélé un rythme, celui d'un réseau capable d'anticiper et celui d'un État capable, cette fois, de reprendre l'initiative avant que l'équilibre ne bascule. Avant le 16 août, la menace restait diffuse. Après, elle devient mesurable. Trois repères chiffrés suffisent à structurer cette bascule et à transformer une intuition sécuritaire en diagnostic opérationnel. Pris ensemble, ils ne racontent pas une intention déclarée, mais un potentiel concret qui oblige à décider autrement. Commençons par un premier repère. 57 camions. Isolé, le chiffre impressionne. Mis en contexte, il informe. 57 véhicules coordonnés impliquent une logistique éprouvée, des chauffeurs formés, des itinéraires testés et une synchronisation précise. Interprétation essentielle. Ce volume indique une préparation longue et non improvisée. Il révèle une capacité à déplacer des quantités massives sans déclencher d'alerte immédiate, ce qui suppose une connaissance fine du terrain, des contrôles et des routines administratives. Le passage de quelques unités à plusieurs dizaines change la nature du risque évalué par l'État. Poursuivons avec un deuxième repère. 40 000 combattants potentiels. Les analystes estiment que la cargaison interceptée aurait permis d'équiper des unités complètes sur plusieurs fronts simultanément. Interprétation. À cette échelle humaine, il ne s'agit plus d'un trafic lucratif ou opportuniste, mais d'un basculement militaire programmé. Ce chiffre ne mesure pas une certitude d'usage, mais un effet possible. Il suffit pourtant à déplacer l'analyse du registre criminel vers celui de la sécurité nationale, avec des implications immédiates sur les priorités opérationnelles. Enfin, un troisième repère vient compléter le tableau. 1,3 milliard de dollars. Cette somme, identifiée à travers les documents saisis, est fragmentée en 40 et un compte réparti sur 7 juridictions. Interprétation. La fragmentation financière vise à contourner les systèmes classiques de détection et signale une expertise transnationale avancée. Ce n'est pas seulement le montant qui inquiète, mais la méthode de circulation, pensée pour rester sous les seuils d'alerte et diluer les responsabilités. La finance devient ici un vecteur logistique à part entière. Autour de ces trois données, les enquêteurs reconstruisent un modèle opérationnel en couches. Les flux finançons. Les flux financiers circulent par microtranches. Les sociétés écrans servent de relais administratifs. Les armes, issues de sources multiples, réduisent la dépendance à un fournisseur unique. Cette hétérogénéité n'est pas accidentelle. Elle rend le réseau plus résilient face aux saisies ponctuelles et complique son démantèlement par des actions isolées. La donnée balistique complète le tableau. Les provenances variées montrent que le système s'est combiné stocks dispersés, chaînes industrielles officielles et reventes privées. Pour les analystes, cette pluralité est un indicateur clé. Plus un réseau est composite, plus la réponse doit être coordonnée, multidimensionnelle et continue. Dans ce cadre, la posture d'Ibrahim Traoré s'aligne sur la logique des chiffres. Il ne dramatise pas les volumes, il les ordonne. Chaque donnée devient un seuil à ne pas franchir à nouveau. Les preuves cessent d'être des arguments politiques pour devenir des outils de décision. La question qui reste ouverte est directe. Si les chiffres éclairent la menace avec une telle précision, comment doivent-ils désormais guider une riposte capable d'anticiper le prochain corridor avant même qu'il ne soit testé? Deux interprétations contradictoires émergent d'après les premières révélations
et les ignorer affaiblirait l'analyse. La première, dominante dans les milieux sécuritaires, affirme que l'interception du 16 août constitue la preuve d'une ingérence extérieure structurée. Les indices s'additionnent: itinéraire testé, financement fragmenté, sociétés écrans disséminées entre plusieurs capitales, diversité des provenances d'armes. Dans cette lecture, l'ampleur organisationnelle exclut l'hypothèse d'un trafic opportuniste. Elle décrit une offensive hybride pensée pour frapper vite sur plusieurs points en exploitant la porosité régionale. La seconde lecture adopte un regard plus sceptique. Certains analystes et segments de l'opinion estiment qu'un volume aussi massif n'aurait pas pu circuler sans complicité locale ou failles internes anciennes. Selon eux, l'emballement narratif autour d'un complot international pourrait masquer des dysfonctionnements structurels, contrôles inégaux, frontières difficiles à surveiller, routines administratives prévisibles. Ils soulignent aussi l'absence, dans les premières heures, de confirmation indépendante complète et mettent en garde contre le risque d'une interprétation trop rapide, dictée par l'émotion. L'arbitrage ne devient solide qu'avec l'arrivée d'une vérification extérieure et croisée. Les inspecteurs régionaux examinent les scellés, recoupent les marquages, évaluent la cohérence logistique et financière. Leurs conclusions ne balaient pas les critiques, mais tranchent l'essentiel. Oui, l'ingérence est structurée et documentée. Oui aussi, certaines vulnérabilités internes ont facilité l'approche du convoi. Les deux lectures ne s'annulent pas, elles se complètent. Cette synthèse a une conséquence pratique immédiate. Si la menace est transnationale, la riposte doit l'être également en matière de renseignement, de finances et de mobilité. Si des failles internes existent, elles doivent être corrigées sans délai par des procédures, des contrôles et des incitations adaptées. Le débat cesse alors d'être idéologique pour devenir opérationnel. La question pertinente n'est plus de savoir qui a raison, mais comment intégrer ces deux diagnostics pour empêcher qu'un scénario similaire ne se reproduise sous une autre forme, ailleurs ou plus discrètement. Et, au fil des révélations, une idée glaçante s'impose. Un gouvernement fantôme attendait son heure. Après plusieurs jours de tension contenue, un élément bref mais décisif est rendu public. Les documents saisis révèlent que l'opération ne se limitait pas à un acheminement d'armes. Des portefeuilles ministériels étaient déjà attribués. Des projets de décrets rédigés et un calendrier de mesures publiques préparé pour les 48 heures suivant le chaos attendu. L'interception du convoi n'a donc pas seulement empêché une montée en violence, elle a interrompu une tentative de reconfiguration institutionnelle prête à être activée. Cette révélation modifie profondément la nature de la menace évaluée. Les flux matériels et financiers apparaissent comme des moyens, non comme une fin. L'objectif n'était pas seulement de déstabiliser, mais de remplacer en s'appuyant sur un choc sécuritaire pour imposer une transition écrite à l'avance. Le récit quitte alors le registre strictement militaire pour entrer dans celui de la souveraineté politique. Pour l'opinion publique, l'effet est immédiat. Le pays n'a pas seulement frôlé l'affrontement armé, il a frôlé une bascule de pouvoir préparée sur le papier. Cette prise de conscience éclaire rétrospectivement la retenue du discours officiel. Ibrahim Traoré avait choisi de montrer avant d'annoncer afin que la preuve précède la proclamation. Ce point médian ferme une question et en ouvre une autre. Si une architecture de pouvoir était prête, alors le 16 août n'était qu'un premier acte. La suite dépend désormais de la capacité à transformer cette lucidité en protection durable. Les effets de l'affaire du 16 août se déploient rapidement sur 4 plans distincts, chacun révélant une conséquence tangible du basculement évité. Ensemble, ils montrent comment un événement sécuritaire ponctuel reconfigure des dynamiques durables bien au-delà de la saisie elle-même. Pour l'État, l'impact est d'abord institutionnel.
Les rapports consolidés redéfinissent la hiérarchie des menaces et imposent une révision immédiate des priorités. Les services jusque-là cloisonnés accélèrent la fusion de leurs bases de données, les procédures de contrôle sont resserrées et la circulation de l'information gagne en vitesse. Ce mouvement n'est pas symbolique. Il traduit une prise de conscience opérationnelle. La sécurité ne peut plus fonctionner en silo. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré devient un point d'ancrage méthodologique, non par des déclarations, mais par une exigence de preuve et de coordination qui s'impose à tous les niveaux. Pour les acteurs économiques, la réaction est plus ambivalente. Dans les premières heures, la prudence domine. Certains engagements sont suspendus, des projets mis en attente, le temps d'évaluer le risque réel. Puis, un mouvement inverse apparaît. Les banques nationales observent un repli des capitaux vers le marché intérieur, signe d'une confiance recentrée plutôt que d'une fuite. Les entreprises, petites et grandes, reprennent progressivement leurs plans, conscientes que la stabilité dépend désormais de la capacité de l'État à maintenir ce nouveau niveau de vigilance et de lisibilité. Pour les citoyens, l'effet est d'ordre psychologique et social. Les images des camions interceptés provoquent un choc, suivi d'un soulagement mesuré. Dans les écoles, les marchés et les radios locales, la discussion s'installe. La question n'est plus seulement ce qui a été évité, mais comment chacun peut contribuer à ce que cela ne se reproduise pas. La vigilance devient un thème partagé, nourri par la clarté des informations présentées et par la perception d'une réponse cohérente. Pour la région, enfin, les conséquences dépassent les frontières nationales. Les documents saisis indiquent que le Burkina Faso n'était qu'une première cible dans une séquence plus large. Cette révélation accélère la coopération sécuritaire avec les pays voisins. Les échanges de renseignements se multiplient, des patrouilles conjointes sont renforcées et un discours commun émerge. Une attaque contre l'un devient une menace pour tous. La position régionale d'Ouagadougou s'en trouve renforcée. À l'intersection de ces quatre dynamiques, une réalité s'impose. L'événement du 16 août n'a pas seulement interrompu un complot, il a modifié les comportements, les attentes et les alliances. Et c'est précisément cette recomposition, plus que la saisie elle-même, qui pèsera sur les mois à venir. À partir des mêmes données de départ, trois trajectoires plausibles se dessinent pour les mois à venir. Elles ne prédisent pas l'avenir. Elles encadrent ce qui devient possible selon les décisions prises après le 16 août et selon la capacité à transformer une alerte évitée en levier durable. Dans un scénario de référence, les dispositifs actuels sont consolidés sans accélération majeure. La vigilance reste élevée, les contrôles renforcés se maintiennent, et la coopération régionale progresse par paliers. Les échanges de renseignements deviennent plus réguliers, mais demeurent dépendants des équilibres politiques internes. L'activité économique reprend lentement, portée surtout par le marché intérieur et par une prudence généralisée des investisseurs. La pression diplomatique persiste sans rupture ouverte. Cette trajectoire privilégie l'endurance. Éviter le recul, limiter les chocs, gérer une menace latente sans la neutraliser complètement. Dans un scénario favorable, les enseignements du 16 août sont pleinement intégrés et traduits en réformes cohérentes. Les mécanismes de coordination s'institutionnalisent, la circulation de l'information gagne encore en rapidité, et la coopération sécuritaire régionale franchit un seuil qualitatif. Cette crédibilité accrue améliore la position du pays dans les négociations extérieures et rassure progressivement les acteurs économiques. Les investissements reprennent avec prudence mais constance. Dans cette trajectoire, Ibrahim Traoré incarne moins une réponse à la crise qu'un pivot de stabilisation, capable d'inscrire la vigilance dans la durée sans surenchère. Dans un scénario défavorable, à l'inverse, les vulnérabilités identifiées ne sont que partiellement corrigées et la pression extérieure s'intensifie. Des restrictions économiques apparaissent,
certains partenariats se, se distendent et des campagnes de désinformation fragilisent la confiance interne. Les divisions sociales et politiques compliquent la gestion sécuritaire, tandis que l'attention se disperse. La menace ne disparaît pas, elle se déplace, se reconfigure et exploite les angles morts. Une alerte déjouée se transforme alors en point de fragilité prolongée. Ces trois scénarios partagent une même leçon. Les données n'imposent pas une issue unique, elles conditionnent des marges de manœuvre. Le choix stratégique consiste à décider si l'événement du 16 août restera une parenthèse refermée trop vite ou s'il deviendra le socle d'une capacité d'anticipation durable, capable d'agir avant que le prochain corridor ne soit testé. Au-delà des institutions et des scénarios macro, la crise du 16 août se traduit par des effets tangibles pour ceux qui vivent avec ses conséquences au quotidien. Trois groupes en particulier perçoivent différemment ce basculement évité, et chacun projette des attentes spécifiques qui conditionnent la suite. Pour les citoyens ordinaires, la question est immédiate et pragmatique. Sommes-nous plus en sécurité aujourd'hui qu'hier? La saisie des camions a d'abord produit un choc visuel, puis un soulagement prudent. Désormais, l'attente se concentre sur la continuité. La confiance dépend moins des discours que de la régularité des actes. Contrôle visible, information compréhensible, cohérence entre annonces et pratiques. La vigilance devient acceptable lorsqu'elle est expliquée et perçue comme protectrice plutôt que punitive. Pour les acteurs économiques, le message est double. La crise rappelle l'existence d'un risque réel, mais elle démontre aussi une capacité de réaction qui change la perception du terrain. Les petites entreprises cherchent avant tout la prévisibilité pour maintenir leurs activités. Les structures plus importantes attendent des signaux de lisibilité à moyen terme. Un premier ajustement s'impose. Intégrer la variable sécuritaire dans la planification, diversifier les circuits et réduire les dépendances excessives sans céder à la paralysie. Pour les jeunes et les institutions éducatives, l'épisode agit comme un réveil civique discret. Les discussions s'élargissent à la souveraineté, à la responsabilité collective et au poids de décisions prises loin des salles de classe. L'attente n'est pas un discours héroïque, mais un récit explicatif, ni alarmiste ni édulcoré, qui relie des faits précis à des choix d'avenir. À travers ces regards, une constante apparaît. La cohésion ne naît pas spontanément. Elle se construit lorsque l'État parle avec précision et lorsque la société transforme l'information en engagement mesuré et durable. À la suite du choc du 16 août, la réponse ne se limite pas à un constat. Une feuille de route pragmatique s'installe, structurée autour d'actions mesurables, de responsabilités claires et d'indicateurs vérifiables. L'objectif n'est pas l'annonce spectaculaire, mais l'ancrage d'une capacité durable de prévention et d'anticipation. D'abord, un premier levier concerne la sécurisation des corridors. Des unités mixtes armées-douanes établissent des zones de surveillance continue sur les itinéraires sensibles. Le calendrier est immédiat, l'indicateur précis. Réduire les flux non déclarés sur une période de 12 mois, avec des contrôles visibles et mobiles. La présence dissuade autant qu'elle détecte. Ensuite, un deuxième levier repose sur la fusion des données. Les bases de la police, de l'armée, des douanes et des cellules cyber sont interconnectées. L'enjeu est de raccourcir le délai entre signal faible et décision opérationnelle. Le succès se mesure en heures gagnées, non en volume traité. Cette accélération transforme l'information en action. Puis, un troisième levier concerne la gestion des saisies. Une partie des matériels confisqués est détruite de manière contrôlée. Une autre est valorisée selon des procédures encadrées pour financer des infrastructures civiles prioritaires. Le critère d'évaluation est concret, des réalisations visibles dans l'année, traçables et auditées. Un quatrième levier complète l'ensemble, celui de la coopération régionale.
Les échanges de renseignements sont formalisés, les patrouilles conjointes renforcées et des mécanismes de coordination deviennent routiniers plutôt qu'exceptionnels. La menace étant transnationale, la réponse s'aligne sur cette réalité. Enfin, l'implication citoyenne complète l'ensemble. Des dispositifs de signalement précoce et d'intégrité transforment la vigilance individuelle en ressources collectives documentées. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré agit comme garant du tempo. Les données servent à décider, puis à mesurer. La feuille de route ferme une question ouverte plus tôt. Les preuves n'expliquent pas seulement la menace, elles structurent désormais la riposte. L'image qui demeure est celle d'une route silencieuse juste avant l'aube, au moment précis où l'incertitude est maximale. Ce n'est pas une scène spectaculaire. C'est un instant suspendu, fait d'observation, de doute et de responsabilité. Ce moment rappelle que les basculements historiques commencent souvent loin des tribunes par une décision discrète prise sous contrainte. Ce geste initial trouve un écho au sommet de l'État. Ibrahim Traoré n'apparaît pas ici comme une figure de proclamation, mais comme un régulateur du tempo collectif. Il assume la continuité entre l'acte individuel et la réponse institutionnelle, entre la vigilance locale et la cohérence nationale. En laissant les faits précéder les mots, il transforme une nuit de tension en trajectoire lisible, compréhensible et partageable. Le fil conducteur devient alors évident. La souveraineté ne se décrète pas, elle s'exerce dans la capacité à agir avant que le pire ne s'impose, à coordonner sans précipitation, à apprendre sans relâcher l'attention. Elle repose sur des choix répétés, parfois invisibles, mais alignés dans la durée. Le 16 août cesse d'être une simple date, il devient un repère, un rappel durable de ce qui maintient un pays debout lorsque la pression monte. Une phrase s'impose comme un point d'ancrage: la vigilance précède toujours la souveraineté. Ce qui s'est joué le 16 août dépasse un épisode sécuritaire isolé. C'est une expérience collective sur la manière dont une société peut faire face à une menace diffuse sans se refermer sur elle-même. Anticiper, documenter, coordonner. Ces verbes décrivent moins une réponse ponctuelle qu'un apprentissage partagé, appelé à durer. Cette dynamique n'a de sens que si elle reste comprise, discutée et appropriée. La question n'est donc pas uniquement institutionnelle, elle est civique. Comment maintenir un haut niveau de vigilance sans installer la peur? Comment renforcer la souveraineté sans étouffer le débat intérieur? Et comment préserver la primauté des faits face aux simplifications commodes qui surgissent dans les moments de tension? Ces interrogations n'appellent pas des réponses immédiates, mais un échange continu et exigeant. Chacun détient une part de la solution. S'informer avec rigueur, refuser les récits faciles, relier les décisions publiques à leurs effets concrets dans la vie quotidienne. C'est dans cet espace de discussion que se consolident les choix collectifs et que la confiance se renouvelle. La parole reste ouverte. Selon vous, qu'est-ce qui permet à un pays de se protéger efficacement tout en restant fidèle à son débat interne?